Mesdames et messieurs et chers amis, bienvenue et merci d'être parmi nous ce soir. Nous accueillons à nouveau Monsieur Farge et Monsieur Lours pour nous présenter un exposé sur les inconvénients de l'industrie éolienne que la propagande officielle occulte systématiquement. Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Tout d'abord, je dois vous dire que nous ne sommes pas là pour essayer de vous convaincre. Nous sommes là pour vous présenter ce que les promoteurs, éventuellement, ne vous diront jamais. On va parler des éoliennes. Vous saurez tout un chacun ce qu'est une éolienne en sortant de cette salle, c'est garanti, avec les avantages et les inconvénients. Voilà. Alors, si vous voulez bien, alors je vous le dis aussi tout de suite, nous ne sommes pas pro-nucléaire, contre non plus. Mais comme on dit, faute de grive, on mange des merles. Donc, pour l'instant, malheureusement, on n'a que le nucléaire. Et il faut faire avec. Voilà. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien. Sur Champigny-sur-Yonne, 10 éoliennes de 2 à 2,2 MW, Villmanoche, 5 éoliennes, Chaumont-Saint-Agnan, 10 éoliennes, promoteur unique, RES, anciennement EOLRES, pendant leur utilisation. Par opposition aux énergies fossiles que sont pétrole, gaz et uranium. Or, sachant qu'une éolienne ne fonctionne que 25% du temps au maximum, il faudrait 2200 éoliennes de 2 MW produisant en même temps par centrale supprimée. 7 concepteurs et constructeurs, aucun des Français. Ils sont danois, allemands, espagnols et depuis peu chinois. Un aérogénérateur de 3 MW, c'est une fondation d'environ 1500 tonnes de béton et 70 tonnes de ferraille, 21 mètres de diamètre. Un mât acier ou béton d'une hauteur de 100 mètres au moyeu pour une masse de 200 tonnes. Une nacelle, masse de 70 tonnes, de dimension 4 par 4 sur 14 mètres de long. C'est encore un alternateur de 3 MW contenant plus ou moins 400 kg de terre rare, produite à 97% en Chine en extraction à ciel ouvert et très toxique. Un boîtier d'accessoires pour la transmission entre l'hélice et l'alternateur, contenant environ 800 litres d'huile pour le graissage et le refroidissement. Nous construisons un parc éolien à Herly. Il est situé à l'ouest du département Pas-de-Calais, en France. Nous y installons 6 turbines de 2 MW d'une hauteur totale de 120 mètres, ce qui représente une puissance totale de 12 MW. EWZ s'engage dans plusieurs projets en Suisse, mais le potentiel de développement y est limité. L'engagement d'EWZ ne s'arrête donc pas là. EWZ est déjà propriétaire de plusieurs parcs éoliens en Allemagne et a des participations en Norvège. La France dispose en Europe du plus important potentiel de développement pour l'éolien terrestre. Le parc éolien d'Herly est le premier parc EWZ en France. Du terrassement aux fondations, à l'assemblage des éoliennes, jusqu'à leur raccordement au réseau et leur mise en service. Le chantier commence avec l'aménagement des accès. Les chemins existants ont été agrandis et plusieurs petites routes ont été réalisées. Les emplacements des fondations pourront ainsi être desservis et il sera possible de réaliser les travaux de déblai et de transporter le matériel de construction. Le travail se poursuit avec la réalisation des excavations pour les fondations de chaque turbine.
La charge au sol de chaque éolienne est gigantesque. Le sol n'étant pas suffisamment stable, des mesures ont été prises pour augmenter sa stabilité. Le sol a été localement remplacé par des colonnes de béton. Selon la fondation, ces colonnes de béton sont plus ou moins profondes. Elles peuvent aller jusqu'à plus de 25 mètres de profondeur. Ces colonnes doivent, avec la fondation, supporter le poids de l'éolienne et assurer sa stabilité pendant toute la durée de l'exploitation, à savoir environ 25 ans. Ensuite, un béton de propreté a été réalisé pour permettre de poser le ferraillage. La densité d'acier au mètre carré est importante. Ce béton armé assure la stabilité de l'installation. La fondation terminée, le remblai est nivelé. Les 6 éoliennes de type E82 ont été fabriquées par Enercon en Allemagne. Une éolienne est livrée chaque semaine. La livraison comprend la nacelle, le transformateur électrique, la génératrice, les 3 pales, les 5 segments de tour et plusieurs petites pièces. Pour une turbine, il faut compter environ 20 transports. Les pièces les plus lourdes pèsent 61 tonnes et les plus longues mesurent 40 mètres. Les segments de tour ont été transportés par bateau jusqu'au port de Dunkerque et par camion jusqu'au chantier. La nacelle, le transformateur électrique, la génératrice, les 3 pales et les petites pièces ont été transportés d'Allemagne directement par camion et montés sur place sous la responsabilité d'Enercon. Durant le montage de l'éolienne, ce qui est naturellement primordial, c'est qu'il y ait peu de vent pour que la grue de levage puisse fonctionner en toute sécurité. La grue pèse environ 500 tonnes et possède un bras de plus de 100 mètres. Elle permet de lever au millimètre près à un endroit précis des pièces qui font plusieurs tonnes. Tous les composants sont assemblés avec une grande précision. La tour est composée de 5 éléments en tube d'acier. La première section de tour est boulonnée directement sur la fondation. Les 4 autres sections sont assemblées et boulonnées les unes au-dessus des autres. Ce sont des éléments de 20 mètres de long qui pèsent jusqu'à 50 tonnes. La nacelle qui a été prémontée au sol va être levée. Elle est boulonnée sur la dernière section de tour. Une fois les pales assemblées sur le hub, il faut monter l'ensemble sur la nacelle. C'est l'opération la plus spectaculaire et la plus délicate. Il s'agit de lever une pièce de 82 mètres de diamètre à 78 mètres de haut et d'arriver à la faire entrer avec une précision de quelques millimètres dans la nacelle. Les éoliennes sont reliées entre elles par 2 câbles souterrains. Le premier est un câble haute tension qui transporte le courant produit jusqu'au poste haute tension. De là, le courant est retransmis au réseau de distribution. Le deuxième est un câble de fibre optique qui permet à l'exploitant de récupérer les différentes données de la machine. Il y a aussi une liaison de terre pour la mise en sécurité du parc éolien. Il existe actuellement près de 750 parcs éoliens en France, appartenant à presque autant de sociétés d'exploitation. Ces sociétés, souvent filiales de grands groupes, sont dotées parfois d'un capital réduit. La faiblesse du capital peut permettre à ces sociétés de disparaître sans risque, quid alors du démantèlement. Là, vous avez une carte des gisements du vent
sur le territoire national. La région la plus bleutée, c'est là où il y a le plus de vent. Vous voyez, nous avons fait un petit rond rouge sur l'endroit où nous nous trouvons, nous, ici, et nous sommes dans la zone où il y a le moins de vent en France. Alors, bien sûr, l'hiver par temps froid et anticyclonique, il n'y a pas de vent, donc s'il n'y a pas de vent, ben, il n'y a pas d'électricité, c'est évident. L'été par temps chaud et anticyclonique, c'est le même problème, et là, pas de clim non plus. Faiblesse et instabilité de la production, cette production est totalement instable. Les rendements électriques appelés facteurs de charge, c'est la puissance délivrée par rapport à la puissance installée, sont faibles. Source RTE. Production annuelle moyenne inférieure au quart de la puissance installée. Alors moi qui ai d'ailleurs travaillé dans l'industrie, je vous garantis que je ne connais aucun industriel qui accepterait une machine qui a un rendement de 20 à 25%. Sachant que la France exporte déjà aujourd'hui jusqu'à 15% de son énergie produite, avec l'arrêt technique de quelques centrales nucléaires françaises, nous importons de l'électricité de l'étranger depuis le début du mois de décembre. Thomas Soto. Il fait froid, de plus en plus froid, nous dit Laurent Cabrol. Du coup, on va consommer de plus en plus d'électricité. Et il y a, Axel de Tarlet, un risque de panne géante d'électricité cet hiver. C'est en tout cas le danger que pointe le cabinet Capgemini dans son dernier rapport sur la situation énergétique en Europe. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'on va vraiment manquer d'électricité? Eh bien oui, on pourrait manquer d'électricité cet hiver et connaître une grande panne s'il fait froid. Pourquoi ? Eh bien, c'est malheureux à dire, mais c'est le résultat de la transition énergétique qui se révèle être un échec total. Il suffit de regarder en Allemagne, où on se retrouve en Allemagne, c'est assez incroyable, avec de l'électricité plus chère, de l'électricité plus polluante et moins d'électricité, d'où ce risque de blackout cet hiver en Europe qui nous viendrait d'Allemagne. C'est sûr que ce n'est pas une transition très réussie. Alors comment on en est arrivé ? Ça marche bien les éoliennes quand même ? Alors écoutez, les événements se sont enchaînés avec une logique implacable. Les énergies vertes, le solaire, l'éolien sont plus chers, on le savait, sauf que c'est vraiment plus cher. En Allemagne, le coût de l'électricité pour les ménages est maintenant quasiment 2 fois plus élevé qu'en France. Ah oui, le double. D'autant que ces énergies vertes sont prioritaires sur le réseau. Quand il fait beau et que le vent souffle, les autres énergies bon marché doivent s'incliner et cesser de tourner. Et au passage, les grandes victimes, ce sont, on n'en parle pas, mais les centrales à gaz qui du coup tournent de moins en moins et ferment les unes après les autres en Europe. Oui, mais attendez Axel, il faut savoir ce qu'on veut. Ces énergies vertes, elles sont aussi des énergies plus propres. Alors non, même pas. Et c'est ça le deuxième point, et c'est ça le grand paradoxe. Comme ces énergies vertes sont intermittentes, il faut les doubler. Il faut avoir des centrales de secours, pas chères et souples, qu'on puisse rapidement allumer. Et là, c'est le triomphe du charbon, qui est l'énergie la moins chère du monde. Résultat, pour la 2e année d'affilée, c'est un comble, les émissions de CO2 augmentent, oui, augmentent en Allemagne. Bravo, la transition énergétique. Et puis enfin, le 3e point, puis le risque de panne d'électricité. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on l'a dit, les centrales à gaz ferment les unes après les autres. De plus, les Allemands, sans concertation, ont décidé de fermer leurs centrales nucléaires. Et voilà comment on se retrouve avec cette triptyque surréaliste, une électricité plus chère, plus sale et moins fiable. Et ce fiasco est signé Angela Merkel. Oui, sur ce coup, les Allemands sont le contre-exemple à ne pas suivre. Et d'ailleurs, on le voit, en France, plus personne ne parle de sortir du nucléaire. Quand on a un atout, on le garde. Comment l'énergie verte risque de nous plonger dans le noir ? Les détails avec Axel de Tarlet ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup Axel. En 2015, ce tarif est 82% plus cher que celui du nucléaire, qui se situe aux alentours de 5 centimes d'euros le kilowattheure. Facturation EDF aux particuliers, c'est une source EDF.com. Coût d'une éolienne de 2 MW installée et raccordée, entre 2,6 et 3 millions d'euros. Bénéfice des exploitants de l'éolien. Subvention des départements, des régions pour investissement dans les énergies vertes. Négociation de certificats verts délivrés lors de la production d'énergie verte, qui permet de rembourser les malus payés par les sociétés qui produisent des énergies dites polluantes. Bénéfice des propriétaires des terrains d'implantation. 3 942 € par éolienne pour la commune. D'ici 4 à 5 ans, la totalité des subventions de l'éolien reviendra aux communautés de communes. Vous avez la part de la commune que vous voyez en dessous, ça c'est pour 1 mégawatt. Donc 20%, ça représente 1440 €. Pour la communauté de communes, c'est 50%, 3500 €. Pour le département, c'est 30%, 2100 €.
Sans oublier que la présence d'éoliennes a pour incidence une réduction de l'assiette fiscale au niveau de la taxe d'habitation et du foncier bâti, et donc une baisse des recettes directes de la commune. EDF et ses diverses taxes, la contribution au service public de l'électricité, c'est ce qu'on appelle la CSPE. Le développement des énergies renouvelables et augmente régulièrement de façon très importante. Alors vous avez donc une petite facture. De 2008 à 2015, cette taxe passe de 0,0045 € le kilowattheure à 0,0195 € le kilowattheure, soit plus de 433%. En 2016, elle représente 17% de la facture de l'électricité. Alors vous l'avez sur la petite ligne. La Cour des comptes estime que la CSPE augmentera fortement d'ici à 2020. Là, vous voyez, en fait, sur une facture de 75 € en gros, il y a pratiquement 37 € qui correspondent à la CSPE. Il faut savoir que sur cette somme, 20% de la CSPE, de la somme totale, est impliquée sur l'éolien photovoltaïque. Ce n'est pas la totalité de 100%. Renouvelable, principalement éolienne et photovoltaïque, doit être transportée des lieux de production vers les lieux de consommation. RTE prévoit d'ici 2020 la construction de 4000 km de lignes THT en France. À la fin de leur vie, l'ART prévoit le démantèlement des systèmes de production et de raccordement. Au titre du démantèlement, l'arrêté du 25/8/2011 prévoit que l'exploitant effectue un dépôt de garantie d'une somme de 50 000 € par éolienne, somme qui doit être revalorisée chaque année. Selon Mediapart, en 2015, de 200 à 800 000 € pour le démantèlement d'une éolienne. Le plus souvent dynamité à sa base, recycler ce qui peut l'être, araser l'énorme socle en béton de 0,40 m à 2 m suivant les terrains. Risque associé au démantèlement lorsque le prix de rachat d'électricité ne sera plus rentable, que les frais d'entretien vont devenir importants, l'exploitant risque de disparaître. S'il a disparu ou s'il est insolvable, la charge du démantèlement reviendra au propriétaire bailleur. Et ça, c'est écrit en tout petit sur les baux amphithéotiques. S'il est lui-même insolvable, la charge reviendra à la commune d'accueil. Si elle-même est insolvable, la charge reviendra à la communauté de communes. Si elle-même est aussi insolvable, la charge reviendra au département. Ce sont de nouveaux impôts qui assureront alors cette charge. À venir, toute personne physique ou morale de son choix, la promesse de bail faite par Eolres, c'est bail amphithéotique final signé par une SARL au capital réduit de 8 000 €. Le piège du bail amphithéotique et les sociétés écrans. Le capital social de cette société, 8 000 €. Comment voulez-vous qu'ils démontent une éolienne avec ça? C'est impossible, donc ils sont insolvables. Mais vous nous dites pourquoi vous passez par cette société par action simplifiée à associé unique et pourquoi elle n'a que 5 000 € de capital? Alors ces sociétés sont des sociétés, il y a des sociétés qui sont créées pour tous les projets éoliens à partir du moment où on va déposer des autorisations. Donc là il y aura une centrale éolienne aussi qui sera créée, qui sera une filiale à 100% de Neoen. Et dans les textes réglementaires et juridiques, il est clairement écrit que toute la responsabilité d'une entreprise est de la responsabilité de sa société mère qui sera Neoen et qui détient à 100% la centrale éolienne. Je m'appelle Thibault, je suis avocat. Nous suivons effectivement ce genre de projet et de manière plus générale les projets publics. Et je peux effectivement vous confirmer que malheureusement, la plupart du temps, quand on crée une société, ce qu'on appelle une société écran, effectivement, c'est pour essayer d'échapper aux conséquences d'un projet pour qu'elle ne remonte pas à la société mère. Alors après, vous pouvez avoir évidemment... Conflit et prise illégale d'intérêt. Quel risque pour les élus concernés?
Enquête et reportage du journal de 20h sur France 2. Une enquête qui va faire du bruit. Elle montre qu'en matière d'éoliennes, les élus ne brassent parfois pas que du vent. Bien souvent, dans les villages, les engins sont installés sur le terrain même des édiles ou de leurs proches, avec le loyer qui va avec. Problème, cette pratique tombe sous le coup de la loi et la justice commence à s'intéresser à ces dossiers. C'est l'œil du 20h avec Sébastien Lafargue et Mathias Second. Quand il s'est installé dans ce coin tranquille de Normandie, Jean-Philippe Duclos ne s'attendait pas à un tel voisinage. Donc depuis avril-mai, cette année, voilà ce qu'on a derrière chez moi, à 275 mètres. Une vue imprenable. Vue imprenable sur 10 éoliennes qui feraient selon lui le bruit d'une autoroute quand elles tournent à plein régime. Il y a donc les nuisances et peut-être aussi une drôle d'histoire qui mêle politique, famille et gros sous. Il y a celle-ci qui est là, tout au bout. Celle-là. Et celle qui se trouve juste derrière, qui est tout au fond là-bas. Ces 3 éoliennes ont été construites sur des parcelles dont les propriétaires empochent chaque année un loyer de plusieurs milliers d'euros. Mais écoutez bien à qui appartiennent ces terrains. Les propriétaires de ces parcelles ont de la famille qui sont plus ou moins liés avec le conseil municipal. Or, c'est le conseil municipal qui a voté pour installer ces éoliennes. Voilà. Autrement dit, les éoliennes sont installées sur les terrains de frères et de sœurs d'élus municipaux qui ont voté pour l'installation de ces 10 machines. De toute façon, les projets éoliens, c'est des projets financiers. C'est se faire de l'argent sur le dos des autres. Et des élus qui confondraient ainsi leur intérêt personnel et celui de leur commune, il y en aurait des dizaines à travers toute la France. L'œil du 20h a mené l'enquête sur cette zone de turbulence de la transition énergétique. Tout commence avec la parution de ce rapport en juillet dernier. Il émane du service central de prévention de la corruption et pour ces magistrats, c'est clair, les élus qui autorisent des parcs éoliens sur leur terrain tombent sous le coup de la loi. Le développement de l'activité éolienne semble s'accompagner de nombreux cas de prise illégale d'intérêt impliquant des élus locaux. La prise illégale d'intérêt, un délit passible de 5 ans de prison et de 500 000 € d'amende. Alors comment des dizaines d'élus locaux peuvent-ils se mettre hors la loi ? À Millières, 751 habitants, les éoliennes de la Discorde ne sont pas encore construites, mais dans ce village du Cotentin, elles font déjà beaucoup jaser. Sur le territoire de la commune et de 2 villages voisins, il y aura bientôt 5 éoliennes de 170 mètres de haut. 3 d'entre elles doivent être construites sur des terrains qui appartiennent à des élus. Tous ont voté pour la création de ce parc éolien. Ils devraient percevoir chacun un loyer minimum annuel de 2 500 € pendant 20 ans, soit 50 000 € au bas mot. Pascal Barbet est l'un d'entre eux. Conseiller municipal, c'est aussi l'heureux propriétaire d'un terrain choisi pour accueillir une éolienne. Une simple coïncidence selon lui. Vous ne pouvez pas tomber des nues et tout d'un coup découvrir que c'est votre parcelle qui est choisie. Vous vous êtes quand même prononcé. Ça a été présenté en conseil municipal, le projet a été présenté, c'est là que j'ai appris que la 2e éolienne était implantée sur ma parcelle. Et vous avez donc voté? On n'a pas forcément voté, ça a été... Non, franchement... Enfin, il y a des délibérations du conseil municipal que j'ai vues. Les consulter, voilà. Oui, j'ai vu que vous étiez votant. Donc vous avez bien voté en sachant que l'éolienne allait être implantée sur votre terrain et qu'elle allait vous bénéficier en termes de revenus. Bah oui. Nous avons rencontré ensuite Jean-François Maudelonde. Cet éleveur, conseiller municipal, encaissera lui aussi les loyers d'une éolienne dont il a voté l'installation. Je pense que ça aidera bien à améliorer le revenu de la ferme, quoi. Qui laisse à désirer quand même à cause de la conjoncture laitière, ça c'est clair. Les loyers, il savait donc. La prise illégale d'intérêt, en revanche, jamais entendu parler. C'est puni par la loi? Ah bon? Vous le saviez pas? Non, je pensais vraiment pas faire mal, quoi. Des élus ruraux qui plaident la bonne foi ou la méconnaissance d'une loi qu'ils sont censés appliquer. Une enquête est en cours pour démêler le vrai du faux dans ce coin de bocage normand. En attendant, les condamnations tombent partout en France.
Des peines d'amende de quelques milliers d'euros principalement, déjà une dizaine au cours de la dernière année. Comme quoi, il n'y a pas que l'absence de vent qui empêche les éoliennes de tourner. Gaspillage des terres agricoles, l'éolien contribue ainsi à une prédation importante des terres agricoles. En 2020, en Picardie, ce sont 700 hectares de terres qui auront été gaspillés en pure perte, sans aucun bénéfice en termes d'écologie, d'emploi et d'économie. À l'échelle de notre pays, ce sont des milliers d'hectares de terres qui seront retirés à l'agriculture. Quelle amélioration de l'indépendance énergétique ? Aucune éolienne terrestre n'est conçue et fabriquée en France. Gaz des centrales thermiques d'appoint, importé. Le charbon des centrales thermiques d'appoint, importé. Surveillance technique effectuée à distance depuis l'étranger. Entretien principal, non effectué par les constructeurs, mais délégué à des sociétés de maintenance étrangères. Et l'environnement dans tout ça, l'Allemagne, avec ses 23 000 éoliennes et ses milliers d'hectares de panneaux solaires, a vu son taux de CO2 par kilowattheure croître de 2% en 2012 et plus encore en 2013. En raison de la forte chute du prix du charbon, l'Allemagne construit des centrales à charbon et à lignite pour profiter des bas coûts de ce combustible. Au plus fort, l'Allemagne importe sans vergogne de l'électricité nucléaire française. Nuisances et pollution. Alors, nuisance auditive, le bruit est la principale cause de plainte des riverains. Donc, nuisance visuelle, mouvement permanent, effet stroboscopique le jour, flash rouge ou blanc nocturne. Au bruit dû au fonctionnement du générateur et des équipements. Les sons se répartissent en, d'une part, les sons audibles, une bande de fréquence de 20 à 20 000 Hz, et les sons inaudibles, bande de fréquence inférieure à 20 Hz, ce qu'on appelle les infrasons. La loi française n'englobe absolument rien au niveau des infrasons. Pour la législation française, l'infrason n'existe pas.
Je deviens fou. Je deviens Qui a été faite par le docteur Nina Pierpont, qui est une Suisse. Troubles du sommeil, cauchemar chez l'enfant, maux de tête, acouphènes, bourdonnements et sifflements dans les oreilles, vertiges, étourdissements et sensations d'évanouissement, nausées, transpiration, troubles de la vue, accident vasculaire oculaire, tachycardie, battement du cœur accéléré, irritabilité, dépression nerveuse, problèmes de concentration et de mémoire, angoisse, respiration restreinte et oppressante. L'Académie de médecine recommande dès le 14 mars 2006 d'installer les éoliennes de plus de 2,5 MW à une distance d'au moins 1500 mètres des habitations. L'Organisation mondiale de la santé préconise 3000 mètres. Le sujet qui suit va sans doute vous intéresser parce que, comme nous tous, vous apercevez peut-être de plus en plus souvent des éoliennes dans la campagne française et elles sont en principe non polluantes, mais elles provoquent parfois des nuisances sonores. Certains riverains peuvent en témoigner. Axel Cariou et Marie Lemel ont enquêté en Basse-Normandie. Un son lancinant. Il a bouleversé le quotidien de ces retraités. Depuis l'implantation il y a 8 ans d'un parc de 5 éoliennes dont la première est à 300 mètres de leur maison, ils souffrent de troubles nerveux cardiaques et d'insomnie. C'est comme si vous aviez un moulin dans le cerveau, vous ne pouvez pas dormir et puis ça vous énerve. Je n'avais pas d'acouphènes avant, je ne savais pas ce que c'était. Les vertiges, je n'en avais pas. Alors les vertiges, je suis embarquée, on a l'impression qu'elle vous happe, qu'elle vous attire. Selon plusieurs associations anti-éoliennes, ce genre de cas se compterait par centaines en France. Pourtant, en 2008, un rapport de l'Agence de sécurité de l'environnement se voulait rassurant. Il n'y a pas de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l'appareil auditif que des effets liés aux basses fréquences et aux infrasons. Conclusion que contredisent les travaux de médecins étrangers, américains notamment. La Fédération Environnement Durable demande qu'un principe de précaution soit appliqué avec une implantation plus lointaine des habitations. Nous, on estime qu'au minimum, il faudrait 1500 mètres. Mais il y a des pays, par exemple en Allemagne, aux États-Unis, la distance minimum, c'est 3 km. Pourquoi est-ce qu'en France, on se contente de 500 mètres ? Le ministère de l'écologie envisage de lancer une étude épidémiologique. La France compte aujourd'hui plus de 4000 éoliennes. Candela habite cette petite maison depuis 10 ans. Une vue imprenable sur les montagnes du Bourbonnais, un véritable havre de paix. Enfin, presque, car depuis le mois de février, 8 éoliennes géantes de plus de 130 mètres de hauteur ont été installées à moins de 500 mètres d'ici. Je ne m'attendais pas à être dérangée comme ça chez moi, par des bruits sourds, aléatoires, surprenants, de jour comme de nuit. Ce qui inquiète le plus les riverains, ce sont les conclusions d'un rapport rédigé par une biologiste suisse. Selon elle, la rotation des pales de ces éoliennes provoquerait des infrasons imperceptibles à l'oreille humaine et qui auraient des conséquences sur la santé. Elle appelle cela le syndrome éolien. Troubles du sommeil, maux de tête, bourdonnement, vertige, irritabilité et accélération du rythme cardiaque ont été constatés. Au niveau de la santé publique, les promoteurs éoliens, pour eux, c'est pas du tout leur problème. On implante des éoliennes, qu'il y ait des maisons tout autour, que les gens soient stressés, qu'il y ait des maladies qui se greffent dessus. Pour eux, c'est rien du tout. Les riverains ont donc décidé d'attaquer en justice en déposant une plainte contre X. Ils ne sont pas contre les éoliennes, mais préféreraient qu'elles ne soient plus implantées dans des zones rurales. Les éoliennes ne sont pas, des machines agricoles. Ce sont des installations industrielles qui doivent être implantées dans des zones industrielles. Le parc éolien appartient à une société parisienne. Jointe par téléphone, elle dit respecter à la lettre la législation sur le bruit qui ne prend pas en compte pour l'instant les fameux infrasons. Le procureur de la République, saisi de la plainte, devrait rendre sa décision à la rentrée.
Cité à présent, les éoliennes sont reconnues danger pour la santé humaine dans le Wisconsin aux États-Unis. Selon une étude commandée par la Commission du service public de l'État, les 4 cabinets acoustiques considèrent qu'il y a suffisamment de preuves pour classer les basses fréquences et infrasons éoliens comme un problème grave pouvant affecter l'avenir de la filière. Les riverains habitant à proximité des éoliennes évoquent migraines, pression dans la tête, les oreilles et la poitrine, bourdonnement d'oreilles, tachycardie et sensation de lourdeur. De même, le ponçage des pales diffuse des poussières rendant l'air irrespirable pour les riverains. Ces symptômes, ressentis dans un périmètre de 10 km, est parfaitement corrélé avec les enregistrements d'infrasons, même en l'absence de tout bruit audible, établissent l'effet sanitaire néfaste pour ces infrasons. Pour preuve, la personne affectée le plus sévèrement par ces derniers est sourde de naissance. La société australienne Pacific Hydro reconnaît même sur son site le lien irréfutable entre les infrasons de ses propres éoliennes et les symptômes évoqués. Mais une infime minorité d'acousticiens prétend encore, dans des études payées par la filière, que le lien entre les symptômes et les éoliennes est encore insuffisamment démontré. Les nuisances ne sont pas que physiques, elles sont aussi matérielles. En effet, ces moulins à vent nécessitent de grandes quantités d'huile pour fonctionner, une huile qui coule le long des pales et se retrouve propulsée aux alentours. Nous avons contacté Jean-Louis Butré, président de la Fédération Environnement Durable. Selon vous, pourquoi le symptôme éolien provoqué par les infrasons n'est pas reconnu en France? Parce que les promoteurs éoliens détiennent tous les pouvoirs et quand une industrie a des doutes sur quelque chose, elle fait en sorte, bien sûr, par son lobby, d'éviter que ça apparaisse. C'est pas la première fois. Hein. Toutes les industries ont fait la même chose, l'industrie du tabac, l'industrie de l'amiante et actuellement l'industrie de l'énergie éolienne au niveau mondial fait tout pour ne pas mettre en évidence ces phénomènes qui pourtant sont réels. Vous êtes en lien avec des personnes qui souffrent justement de ces symptômes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer leurs problèmes, leurs maux? Les éoliennes, le bout de la pale passe près des mâts à près de 300 à l'heure et ça crée un phénomène de pression, de dépression et ça crée des basses fréquences et des infrasons. Et maintenant c'est prouvé, puisqu'il y a des chercheurs qui le prouvent dans tous les pays progressivement maintenant. Et ces infrasons vont à de grandes distances et il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Nuisances et pollutions, autres nuisances, les vibrations transmises par le sol, les interférences électromagnétiques liées aux générateurs, la perturbation des émissions radio et télé, la perturbation des radars aéronautiques et des circuits aériens, la faune, la modification profonde des paysages, la co-visibilité avec les monuments historiques. La faune et la vifaune. Les animaux sont sensibles aux vibrations du sol, à certains sons que nous n'entendons pas, aux variations de l'intensité des bruits. Le gibier, exode des lieux d'implantation des éoliennes, territoire de chasse réduit massivement, perte directe d'actionnaires pour les sociétés de chasse. Les oiseaux migrateurs doivent essayer d'éviter les parcs éoliens, fatigues inutiles, collisions sur toute soie. Les rapaces et les chauves-souris sont attirés par les flashs puissants. Les variations de pression dues au passage des pales d'hélice devant le mât sont la cause principale de la mort des chauves-souris vivant dans les parages. Envisagiez, un projet éolien sur votre commune. Donc je me suis installé en tant que cavalier professionnel et entraîneur de jeunes chevaux. Il est en effet prouvé que les éoliennes ont un impact néfaste sur la santé des équidés, donc les chevaux, poneys et je pense d'autres animaux. Et nous? Alors voilà, et sûrement les gens. Donc le stress, l'agressivité, déformation au niveau des jambiers, donc les membres, les ondes bien sûr, impact au niveau de l'oreille interne et donc de déficience cérébrale. Elles sont devenues le signe d'un vent mauvais. Pour cet agriculteur, ces éoliennes ont une influence néfaste sur son troupeau. Ces vaches semblent normales, sauf que depuis 4 ans et l'installation d'un parc éolien à proximité, elles produisent 2 fois moins de lait. Depuis 2011, Yann Joly a remarqué qu'elles ne buvaient plus. Un dégoût de l'eau, on aurait dit. Dès qu'elles arrivaient à l'abreuvoir, elles lapaient, mais elles ne buvaient pas. De toute façon, le lait, c'est 95% d'eau. Ce qui veut dire que dès qu'on freine un petit peu la consommation d'eau, on freine la production laitière.
La production passe de 10 000 litres de lait par vache par an à 5 000, une perte qui fait qu'aujourd'hui il a dû se résoudre à arrêter son activité laitière. Il va devoir également licencier son unique employé. Responsabilité des maires, périmètre de sécurité autour des éoliennes, risque de chute et projection de glace l'hiver. La vitesse en bout de pale est approximativement de 300 à 350 km/h. C'est vrai que les stalactites se forment au bout des pales et se trouvent éjectées par la vitesse de rotation. Là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure au sujet des oiseaux. Le chantage à l'emploi. Il n'existe aucun constructeur français de grandes éoliennes terrestres. De nombreux opérateurs sont étrangers. La construction ainsi que l'entretien sont assurés par le constructeur. La surveillance se fait à distance dans un centre de contrôle à l'étranger. Alors que reste-t-il? Un petit peu de BTP ponctuel pour assurer les fondations, le ferraillage, le bétonnage lors de la construction. Des emplois d'entretien basiques qui sont souvent assurés par le propriétaire bailleur agriculteur. L'importation massive de matériel étranger est égale à une déstabilisation de notre balance du commerce extérieur pour 13 000 éoliennes, soit plus ou moins 39 milliards d'euros. L'immobilier local perd entre 15 et 35% de sa valeur suivant la proximité des éoliennes. Jugement de la Cour d'appel de Rennes du 29/2007, d'évaluation entre 28 et 46% d'une habitation distante de 500 mètres d'une éolienne de 115 mètres de hauteur. Les biens peuvent même devenir invendables, c'est souvent le cas. Obligation est faite aux propriétaires des biens à vendre et aux agences immobilières concernées d'informer les acquéreurs des projets en cours, jurisprudence tribunal d'Angers du juin 2010. Devoir des maires d'informer des grands projets d'urbanisme locaux, condamnation pour défaut d'information du tribunal de Rennes de février 2013. Qui achèterait un terrain à bâtir ou une habitation près d'un site industriel éolien? Voilà le spectacle. L'éolien, il trouvait ça bien jusqu'à ce que ça devienne très concret. Il y a un an, au fond du jardin, ou plutôt à 500 mètres de leur maison en vente. Ça fait quel bruit? Ouais. Et en plus de ça, on peut chauffer dans la maison. Pourquoi? Parce que les courants de vent font refouler la fumée de la cheminée dans la maison. Tendez l'oreille. Cette maison, située rue du Calvaire, ça ne s'invente pas, est invendable. Pour moi, maintenant que c'est monté et que ça tourne, on n'a plus rien à faire. On a juste qu'à s'écraser et puis à subir, quoi. Là, vous avez perdu une maison. Voilà, j'ai perdu la maison, j'ai perdu 25 ans de ma vie, là. Je vous commenterai après. C'est ce qu'on appelle l'effet vortex. Alors vous voyez, un avion qui est en train d'atterrir, derrière lui se forme un panache qui ressemble à un champignon atomique mais à l'envers. Et derrière cet avion, pendant 8 minutes, aucun avion ne peut atterrir, sinon il se casserait la figure. Bon, vous allez le voir au ralenti. Et tout de suite après, vous verrez ce que ça donne sur les éoliennes. Modification du microclimat. Il s'avère que ces éoliennes aux pales immenses peuvent changer la météo locale par effet vortex. Cela ressort d'une étude publiée en 2014 par des chercheurs français dans la revue Nature Communication. Leur activité peut provoquer une hausse de température pouvant atteindre 0,3 degrés Celsius et une baisse des précipitations de 3 à 5%, surtout en hiver. Et là, c'est une vue en mer du Nord d'éoliennes, vous voyez, qui créent derrière elles un microclimat, en fonction du poids de rosée qui se trouve dans l'atmosphère. Ça forme des nuages, ça forme des précipitations derrière les éoliennes. Projet éolien, et c'est bien souvent la détérioration du tissu social des communes. Ça, c'est évident.
il fait pas de bruit, non il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Avec 480 signatures. Je pense qu'aujourd'hui, d'environ 100 collaborateurs, qui a donc 3 actionnaires. La société Impala, la société de fonds d'investissement Honest Capital et la BPI, donc la BPI qui a rejoint notre actionnariat. Tiens, je m'adresse aux personnes, si elles sont là, les grandes oreilles de la préfecture, il doit y en avoir un ou deux qui écoutent. Alors je m'adresse à eux, ne croyez pas une seconde que si le projet éolien continue, il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Vous pouvez aller raconter ça au préfet quand vous ferez votre rapport, je ne sais pas où vous êtes. Vous autorisez des études dans un village. Ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de détruire le village de Chauvru. Vous, les élus, vous êtes responsables. Vous avez détruit le village de Chauvru et Choisy avec ce que vous récoltez ce soir. Ce que vous avez dit est exact. Ça veut dire que le voisin de votre voisin ne va pas parler à son voisin à cause des éoliennes, qui va vous rapporter rien. Alors mettez votre écharpe et soit défendez les éoliennes, soit être avec votre population, parce que vous vous cachez les unes derrière les autres. Quand on va voir M. Genon, il dit « c'est pas moi, c'est lui ». Quand on va voir la communauté de communes, il dit « c'est pas ma compétence, c'est la compétence du maire ». Quand on va voir le maire, il dit « ah oui, mais le conseil municipal a autorisé ». Savez-vous que pourquoi vous êtes... Si vous êtes pour les éoliennes, il faut que vous nous prouvez. Vous êtes notre garant de santé, de tout, de nos sécurités. On fait confiance à vous, mais vous ne défendez pas. Aucun de vous nous défend. On est obligé de se battre parce que vous vous cachez. Tous. Franchement, c'est incroyable comment vous êtes, parce que personne d'entre vous va prendre la position et dire « Eh ben, moi j'accepte d'aller défendre cette population. Moi j'accepte d'aller parler aux gens. » Non, c'est toujours pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est lui. J'ai besoin du micro, je vais me lever alors. Donc oui, maire de Rampillon, et c'est vrai que au début je ne connaissais pas trop ce qu'était l'énergie éolienne. Je suis venu à une première réunion et j'ai eu la chance pendant des vacances de rencontrer un commercial en énergie renouvelable. Il ne savait pas que j'étais maire de mon village, donc j'ai été lui poser quelques petites questions. Il me dit bah, on est super content parce qu'on gagne un maximum, mais par contre les communes derrière après ils nous en veulent. Pourquoi? Parce que c'est 22%, c'est pile poil des chiffres qui ont été annoncés. Donc c'est vrai que quand ils viennent, je suis commercial, je sais de quoi je parle, donc quand un commercial vient pour vendre son produit,
il va présenter la chose avec le rendement maximum, comme si ça tournait à 100% du temps, je vais reprendre le 100% du temps, avec des chiffres assez intéressants, mais quand on regarde une commune de la Croix-en-Brie qui donc récupérerait que 20% des 22% des chiffres annoncés, et même si on fait ça pour l'argent, c'est ridicule quand on sait... énergétique, coût énorme pour la collectivité, dissolution du tissu social, modification profonde des paysages, nuisances avérées, enrichissement indu de sociétés privées et de particuliers, gaspillage d'argent public. Le promoteur va s'adresser à la commune. À partir du moment où il va contacter le maire va dire bah oui, effectivement, pourquoi pas. À partir de là, il va réunir son conseil, ils vont voter pour une étude. Et c'est là qu'il ne faut pas se laisser piéger. Parce qu'une fois que l'étude est accordée, que le conseil a délibéré favorablement, le promoteur, lui, il ne s'arrête pas là. Il va continuer, il va mettre son mode mesure. Une fois qu'il aura eu son mode mesure, pendant grosso modo 1 an, voire un peu plus, il y aura l'enquête publique. Et l'enquête publique qui va concerner la commune, bien évidemment, et toutes les communes dans un rayon de 6 km autour de cette commune-là. Et en finalité, in fine, ce sera le préfet qui va décider si, oui ou non, il accorde le permis de construire. Voilà comment ça se passe. En fait, le maire, une fois qu'il a lancé, qu'il a mis le promoteur dans les starting blocks, il n'a plus rien à dire. Même si après il n'est plus d'accord, et vous avez vu l'exemple de Châtenay-sur-Seine tout à l'heure, le conseil avait voté préalablement un accord avec la société d'éoliennes, est revenu 3 ou 4 mois plus tard pour voter contre le projet éolien. Mais ils ne peuvent plus l'arrêter. Voilà. Madame, vous aviez une question. Est-ce qu'il est temps d'arrêter le projet sur Champigny? Est-ce qu'on peut encore empêcher? Là, je ne suis peut-être pas apte à pouvoir vous répondre sur ce sujet. Parce que là, vous en êtes au man mesure. On a un man mesure, oui. Donc après le man mesure, il y aura l'enquête publique et c'est là qu'il faut intervenir auprès du commissaire enquêteur. Ils n'ont plus qu'une demande unique à faire, et là, effectivement, vous aurez le préfet derrière. Alors, il y aura l'enquête publique avant. C'est sûr que si on vous a convaincu, si j'ose dire, en tous les cas, contrairement à ce qui était dit au début, mais de faire en sorte que ce projet ne voit pas le jour, surtout aujourd'hui, on parle de 10, d'accord? Dans 10 ans, vous pouvez être sûr qu'il y en aura 10, 15, 20 ou 30 supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'une fois que les premières sont implantées, ils n'ont plus besoin de demande d'autorisation. Ça se plante... voilà. Et puis l'enquête publique, vous vous souvenez ce que ça a fait sur les décharges. Voilà. Je voulais dire aussi qu'effectivement, il y a encore un barrage, à mon avis, qui n'est pas décisif, mais qui peut être fait à l'échelon de Champigny-sur-Yonne. Si le conseil municipal prend une délibération contre ce projet éolien, il est évident que dans l'enquête publique, si toutefois elle a lieu, puisqu'il y a déjà 3 communes sur les 4 qui se sont donc prononcées par une délibération officielle de leur conseil municipal, et ça je les en félicite, c'est courageux de leur part, contre ce projet, il est évident que le préfet, même s'il a une épée de Damoclès qui n'aura plus au-dessus de la tête d'ici 3 mois ou 4 mois, si on change de gouvernement, il est évident que le maire aura gain de cause, et la communauté de communes et les 4 maires auront gain de cause. Donc il est impératif, à mon avis, que, après s'être informé, que le conseil municipal donc, de Champigny prenne une délibération pour ou contre le projet, mais qu'on sache ce qu'il en est. Ils ne sont pas informés. Quand je discute avec des personnes, beaucoup me disent, excusez-moi, et puis nous n'avons pas eu de tract dans nos boîtes à lettres. Moi je suis rue de Beaumont, bien concernée. J'ai pas été informée du tout, sinon par mon ami qui habite de l'autre côté, de cette réunion. On n'est pas informé du tout. Bah, écoutez, nous tractons et nous essayons d'informer la population depuis maintenant le mois de mai. Et il n'y a pas d'affiche dans les rues. Ah bah, ça serait important. Moi j'en colle des fois quand j'ai vos petits papiers, mais qu'elle me le donne. Mais sinon, on n'est pas avisé du tout. Conseiller municipal à Courlon-sur-Yonne. Et nous avons reçu en effet dans nos boîtes lettres les tracts jaunes. Vous connaissez sans doute l'expérience que nous avons vécue à Courlon avec un projet éolien.
en toute bonne foi, le conseil municipal a voté en faveur de l'érection d'un mât d'étude du projet éolien, et naturellement il y a eu beaucoup de mouvements dans la population, réunion d'information avec la société éolienne qui s'avère être elle aussi allemande, et pour sortir de cet imbroglio et de cette zizanie qui menaçait dans le village, nous avons eu tout simplement recours à un référendum prévu par la loi. Le préfet est averti, il y a les articles de loi, et il a pris bonne note, étant donné que le référendum a été un non écrasant, 87%, donc il a entériné notre renonciation à ce procès. J'ajoute qu'en effet, ces sociétés sont extrêmement teigneuses. Elles reviennent sur le motif, sachez-le, sous forme, en disant de toute façon, vous, les conseils municipaux, c'est pas vous qui décidez. En dernier ressort, en effet, c'est le préfet. Mais c'est une bonne voie pour tirer l'alerte. Je pense qu'un préfet est aussi un personnage politique. Il n'a pas envie d'imposer à une population ce qu'elle a refusé par référendum. Oui, oui, merci. On aimerait beaucoup. Je comprends pas qu'on puisse vouloir implanter des éoliennes dans là où il n'y a pas de champs. champ. Voilà. Ben oui, ça c'est. Je vois quand on va vers Troyes, oui, ils ont fait tout un parc, mais oui, il n'y a pas plus de horrible. Ça tourne pas. Hein. Ça tourne pas du tout. Ben non. Ben non, mais le problème c'est pas de fabriquer de l'électricité, c'est de capter les subventions. C'est encore une histoire d'argent. Ben. Eh bien, il faudra construire 4000 km supplémentaires pour transporter cette électricité qui ne sera que de 8% de notre consommation encore. Donc 4000 km supplémentaires de lignes à très haute tension, comme on voit, pour enlaidir encore davantage le paysage. Parce que le référendum, vous savez, nous on est de Cessois, ça fait 2 ans et demi que le projet est en cours, et nous n'avons jamais eu aucune information de la part du maire. Les habitants n'ont jamais rien su du projet. Encore aujourd'hui, nous ne savons rien du projet, nous savons simplement que le promoteur est EDF-EN, point barre. Et le maire, il se débrouille tout seul dans son coin sans avertir qui que ce soit. Monsieur, s'il vous plaît, non, mais... s'il vous plaît, puisque monsieur le maire est présent, peut nous expliquer. Je vais vous dire quelque chose. Le maire n'est pas responsable, n'est pas propriétaire d'un référendum. Le référendum, c'est le préfet qui le fait. On n'a pas le pouvoir de faire un référendum. On ne peut pas organiser un référendum? C'est le préfet. Excusez-moi, monsieur le maire, mais ce que vous venez de dire est totalement faux. Un maire peut organiser un référendum d'initiative populaire, évidemment. Évidemment. Et dans les mairies, je suis désolé. Je me suis renseigné avant. Je suis désolé. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Julien Audoul, je suis conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Dans les mairies que mon mouvement donc dirige, notamment à Hayange, à Fréjus, à d'autres, il y a des référendums. C'est juste une manière de faire de la politique et donner la parole au peuple. C'est tout simple. Alors ne vous retranchez pas derrière le préfet ou autre. Ce que j'aimerais juste dire, déjà j'aimerais vous féliciter pour le combat que vous menez et pour le magnifique sujet qui était remarquable, qui était d'une clarté, je pense, et très accessible pour tout le monde. Il s'en va? Ben voilà, monsieur le maire, les attentes toujours tort. Je vous remercie. Au revoir. Si je peux juste rebondir sur ce que vous disiez. Dans le cas particulier... Dans le cas particulier de la commune de Champigny, je ne comprends pas très bien la réaction de Michel Dupont-Cotter, puisque si nous faisions un référendum, ça serait le deuxième, de la même mandature. Il doit être possible d'en faire un, puisqu'il y en a déjà eu un. Il y a 2 types de référendums.
Et effectivement, ils sont soumis à l'autorisation, ça c'est tout à fait vrai. Le premier type est dit purement consultatif, c'est-à-dire que l'avis de la population est pris en compte, mais la décision peut être inverse. Et puis il y a un deuxième type de référendum qui est beaucoup plus lourd à organiser, mais qui est également possible, où l'avis de la population est déterminant. Voilà. Mais en aucun cas, une municipalité est privée du droit d'organiser un référendum. On n'imagine pas une sous-préfecture interdire à une commune d'organiser un référendum, notamment consultatif. C'est complètement idiot. Mais sinon, il ne faut plus aller voter. Le maire de Champigny n'est pas tout seul. Moi, je suis adjoint, je suis resté. Oui. Oui, mais c'est lui qui a signé le MAD-mesure, c'était la question. D'accord, du MAD-mesure. Non, mais parce qu'on accuse Champigny. Non, on n'accuse pas Champigny, on est en train de dire que le maire de Champigny a signé le permis du MAD-mesure. Avec la majorité du conseil, quand même. Non, la signature du MAD-mesure, non. La délibération pour l'installation, c'est 18 conseillers. On a voté à 18 contre 19. Alors ça, vous ne pouvez pas dire le contraire, monsieur Brochet. Il y a une étude qui a été votée, pas le MAD-mesure. Non, mais l'étude, on était quand même 18 à ce moment-là. On aurait pu dire, et on ne veut pas d'étude, monsieur Brochet. Ça n'a rien à voir, on parle du permis de construire. Mais après, il faut rentrer dans tous les détails. Monsieur Brochet, vous vous rappelez, je vais encore le dire comme à Saint-Agnan, au début des éoliennes, vous m'avez dit, René, on y va à fond dans les éoliennes. On achète des terres à n'importe quel prix. Vous vous rappelez, avec le gars des SAFER, ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir sur les détails. Écoutez, René, je vous laisse à vos citations apocryphes. On était sur, peut-on organiser un référendum? La réponse est oui. Bien. On était sur qui a signé le permis de construire, je me permets de dire que c'est le maire. Voilà. Après, tout à fait. Voilà, c'est tout. Après, concernant les éoliennes, René, j'ai cru comprendre à Saint-Agnan que vous étiez moins pour que vous ne l'aviez été. Bon. De toute façon, vous savez ma position. Voilà. Étant donné que j'ai un conflit d'intérêts, je ne peux pas prendre position au vote. Donc, pour moi... Même si vous avez un conflit d'intérêts, oui, non, mais... vous pourriez être contre. Ah, mais je peux être contre, tout à fait. Même avec le conflit d'intérêts. Même avec le conflit d'intérêts. Mais dans tous les cas, la commune de Champigny, quand on va prendre la position de voter, la réponse va être non. Vous la connaissez si bien que moi. Eh bien, ce qui serait souhaitable, et je crois ce que demande la population ce soir, ce que demandent les habitants, ce que demande chacun d'entre nous, ce qui serait souhaitable, parce que là on discute de tracts qui n'auraient pas été distribués. Moi, j'ai essayé d'en distribuer, comme Laurent, comme d'autres. On organise cette réunion, ça n'a pas été facile, on n'a pas eu la salle tout de suite, elle nous a d'abord été refusée, je crois, enfin, tu confirmeras. Bon, bref, passons sur ces détails. Ce qui serait souhaitable, c'est que le sujet soit évoqué en conseil municipal, largement, qu'il soit décidé à ce moment-là un certain nombre de mesures, dont un référendum peut-être, ou alors un vote, enfin quelque chose qui permette aux habitants de sentir que les différents conseillers élus représentants de ces habitants ont une position claire par rapport à un projet, et là ce soir dans cette salle, nous sommes à peu près tous contre ce projet éolien, on est bien d'accord là-dessus. Voilà ce dont il est question. Après, qu'il y ait eu à telle ou telle époque telle ou telle idée, parce qu'on ne comprend pas tout des éoliennes dès le début. Ça a d'ailleurs été considérablement évoqué dans le film. C'est possible, il y a une histoire. Mais maintenant, ce qui importe, c'est que nous regardions devant, et étant donné le rapport prix, et étant donné la nuisance que cela va comporter, je crois que ce soir dans cette salle, personne ne défend ce projet, et tout le monde est à peu près contre, René. Donc il faudrait que ça soit débattu en conseil, et que notre maire, au lieu de quitter la salle, emploie un peu ce langage pour que les choses soient... Il y a des échanges, voilà, qu'il y ait une communication. Tout à fait. Je pense que la première chose à faire, déjà, c'est que l'équipe municipale se projette sur le oui ou le non. Et après, en fonction de ça, les gens de Champigny, s'ils veulent leur référendum, à ce moment-là, on passe aux deuxième étape. La logique, elle est comme ça pour moi. Bah, tout à fait. René, monsieur Fouet, oui. Juste pour moi, les éoliennes, il y a 1 an et demi, 2 ans, je trouvais ça moche. Mais sans plus. Je dis, ouais, les énergies renouvelables, c'est pas mal, etc. Quand on se renseigne, on a le droit de changer d'avis. On vote une étude. Ok, allez-y, on se renseigne à côté. Ah, attendez, c'est de la gabegie. C'est de la gabegie financière, ce truc. Eh ben, on change d'avis après. On a le droit tout à chacun d'être pour aujourd'hui et de contre demain, ou à l'inverse. Non, mais de toute façon... Ce que dit M. Brochet, c'est qu'effectivement, il y a eu 2 étapes. Après, on peut polémiquer sur plein de choses. Il y a eu l'étude pour
enfin le vote pour l'étude, et eu le vote pour le mât. Et moi le premier, quand j'ai vu le petit tract, et je me souviens encore de la réunion d'ERS, on était effectivement une cinquantaine. J'étais déçu d'une phrase que vous avez dit, c'est, de toute façon il n'y avait que 50 personnes dans la salle. Combien de personnes ont reçu ce petit billet dans leur boîte aux lettres? Combien? Mais regarde. Pas beaucoup, attendez, j'ai pas fini, René. Pas beaucoup de personnes. Moi, la première chose que j'ai fait, parce que du coup, je me suis dit, attends, je vais me renseigner, pour planter un truc quand même. J'ai regardé sur Internet, je me suis renseigné. Comment on procède? Il faut planter un mât de mesure, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir la mairie, le panneau, et là, j'ai regardé, je fais, ah ouais, mince, le permis a été accordé. Comme ça, tranquille, voilà. Ça, c'est décevant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non mais par contre, pour revenir au nombre de personnes, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des tracts qui ont été distribués jusque sur l'ICSI, qu'on m'en a causé, et j'ai dit, il faut les distribuer. Quand je vois le nombre de personnes, j'ai toujours la même position qu'avant. Par contre, aux études, par rapport à l'étude, je suis entièrement d'accord qu'on ait pris position pour l'étude, et après, justement, c'est à la base de cette étude-là qu'on vote oui ou non. C'est à partir de certaines données qu'on va pouvoir se positionner. On a demandé au maire un référendum. Notre maire, le maire de Courlon, qui est actuellement président de la communauté de communes, M. Percheminier, n'a pas hésité comme votre maire de Champigny. Il n'a pas dit, moi j'ai des lois, je ne fais pas de référendum. M. Percheminier a dit, il a organisé un référendum. C'est lui-même qui l'a organisé. Il a donc organisé un référendum. Les habitants de Courlon se sont prononcés. Il y a eu 87% qui étaient contre le projet éolien, ça s'est arrêté là. Un référendum, le maire il est quand même élu de toute la population, il n'est pas élu juste de son conseil. À partir de ce moment-là, le référendum, il est indispensable. Et ça ne faisait pas partie de votre programme? Avant même l'enquête publique, dans un rayon de 6 km autour de Champigny, toutes les communes concernées devront se prononcer, les conseils municipaux bien évidemment, pour ou contre le projet. Ça, c'est une obligation. Et d'autre part, j'ai été élu une grande partie de ma vie, il n'y a pas longtemps que j'ai arrêté. Avant, c'était de la compétence des communautés de communes, ce problème d'éolien. Et là, il n'y avait aucun problème nulle part. Parce qu'il fallait réunir la communauté de communes, et c'était l'ensemble des communes qui décidaient ou pas de l'étude d'un projet. Il n'y en avait jamais. C'est pour ça que les politiques en haut lieu ont dit on va redonner ça à la compétence du maire d'une commune. Et ils ont profité des dernières élections où, je ne parle pas en âge, mais un jeune maire arrivait, il n'avait jamais été maire, un promoteur téléphone, voilà monsieur, ça pourrait vous rapporter ci, ça pourrait vous rapporter ça. Le gars qui regarde un peu son budget, qui ne connaît pas trop, bon bah d'accord, venez faire un tour, on va voir. Puis voilà, ça part comme ça. Et après ça ne s'arrête plus. Terminé. Alors que si c'était encore de la compétence de la communauté de communes, bien des projets seraient avortés dès le départ. Averti, nous la population, après 2 ans et demi, après les débuts des échanges entre la mairie et l'opérateur. Donc déjà, ça veut dire que le conseil municipal s'est approprié l'avenir du village. Voilà, ça c'est déjà un gros point qui m'interroge. On sait déjà, on a un passif puisqu'on a une grosse décharge, donc on sait ce que c'est que ces gros dossiers, ces enquêtes publiques qui mèneront à rien, puisque une fois que l'enquête publique sera débutée, c'est le préfet qui prendra la main, et donc on connaît l'issue du chantier. Et le deuxième problème qui se pose, c'est que Champigny est doté d'un poste source, d'un poste d'injection. Oui. Donc on est particulièrement pointé pour être une plateforme d'injection sur le réseau électrique. Et deuxièmement, la ligne électrique RTE, haute tension, vient d'être renforcée. Et donc on a 2 lignes, une qui part pour l'Île-de-France et une qui va vers la Bourgogne. C'est celle qui va vers la Bourgogne qui a été renforcée. Donc comme tout ça c'est en cohérence avec un schéma régional et un schéma régional d'injection d'éolien, on voit tout de suite qu'il y a déjà des choses qui ont été faites. Et s'il n'y a pas de référendum, s'il n'y a pas de décision d'arrêt du projet maintenant, ça va continuer en sous-main, en souterrain, jusqu'à ce que ça sorte. Tu te rappelles du dossier de l'agence postale, ce qu'il a fallu faire, ça nous a coûté nos 2 têtes, pour faire inscrire l'ordre du jour par le maire. Le maire est responsable de la définition de l'ordre du jour. Notre crainte aujourd'hui, on voit sa réaction ce soir et sa fuite qui est inexplicable, qu'il refuse, pour des raisons qui lui sont personnelles, d'inscrire ça à l'ordre du jour. Aujourd'hui, tu dis, tu représentes la municipalité, oui. On constate qu'il y a autour de toi, sur ce qui reste de la majorité, 2 conseillers. Il y a 7 absents. Non mais...
Non, mais ce qu'on souhaite, et la population, c'est que ce problème d'éolienne et cette délibération soient mis à l'ordre du prochain conseil municipal. De toute façon, je vais être transparent avec tout le monde. Le but c'est qu'on avance et c'est qu'on prenne des décisions. Et ça, dans aucun cas, j'irai contre. Et avec Michel, même s'il est parti, on a discuté encore ce matin qu'il va falloir qu'on programme les choses. Par contre, je voudrais revenir à toi, Christophe. Tu vois, ça fait 3 ans qu'on est à la commune. Et moi, ça fait 18 mois que je suis au courant de la manœuvre. Avant, il y avait des choses qui passaient à la commune que moi, en tant qu'adjoint adjoint, je n'étais pas au courant. Donc, c'est ça aussi, l'information, des fois, elle reste dans le bas des tiroirs. Aujourd'hui, moi, je veux être transparent avec tout le monde. Je suis là et donc c'est pour ça qu'on va faire avancer les choses. Donc, on ne peut pas me dire le contraire aujourd'hui. C'est que le début des éoliennes, ça a été mis un peu en loose day. Et moi, j'ai demandé justement à ce que LOS vienne au mois de mai pour discuter avec la population. C'est la logique des choses. Et moi, je ne peux pas aller contre ça. La transparence. J'aurais voulu dire une chose, puisque la population de Champigny, on dirait que les gens sont endormis, ou je ne sais quoi. Mobilisez-vous activement, fortement, messieurs, dames, contre ce projet. Faites du bruit, bougez, parce que là, ça avance, ça avance. Les élus, ils vous disent rien, ils font leur projet, alors bougez-vous, quoi, activement. Voilà. On a le même problème pour ce projet éolien que pour la décharge. En fait, il y a aussi peu de mobilisation de la population qu'on a eu pour la décharge, enfin, contre la décharge. Donc le problème, il est entier. Hein. Alors, moi, je voudrais revenir en tant qu'élu. En tant qu'élu, je suis ici aujourd'hui, j'étais à Saint-Agnan. Avec la Covette, j'ai toujours été présent à toutes les réunions qui ont été faites dans cette salle et je me ferai toujours présent à ces choses-là parce que je pars du principe qu'on est élus. On est là pour nos citoyens. On est là pour se battre pour la commune. Aujourd'hui, si on est 2, 4, parce qu'avec Laurent et Thierry, si on est 4, moi j'y peux rien. Mais par contre, ma tête, comme mon épouse, comme vous me verrez toujours aux réunions. C'est ça qu'il faut faire. Si on n'est pas présent, comment vous voulez être transparent? Après, les gens, ils ont des choses, autre chose à faire, mais moi j'y peux rien. Les villages qui sont juste en face, le projet d'implantation des éoliennes, c'est-à-dire les communes de Vinneuf, de Courlon, de Cerbonne, de Michery, sont juste en face le projet éolien. Alors, premièrement, au niveau de... Moi, j'en ai discuté avec beaucoup d'habitants de ces villages. Évidemment, premièrement, ça sera une question de vue déjà. On verra. Ils préfèrent voir la belle forêt que vous avez plutôt que de voir 25 ou 40 mâts. C'est évident. Hein. Bon. Deuxièmement, il y a le problème des infrasons qui vont venir directement parce que c'est pas Lyon qui va arrêter les infrasons, on est juste en face. Je pense qu'il n'y a que les conseils municipaux qui peuvent faire mettre à l'ordre du jour. Par exemple, nous, on entend un simple P15. J'envoie une lettre à la mairie en disant j'ai appris que... Vous pouvez envoyer une lettre ouverte à l'attention du maire et des conseillers. Ils seront obligés de lire en conseil municipal, mais autrement non. Ils ne savent pas du tout. Mais vous savez qu'il y a aussi la majeure partie des instituts, je parle des instituts parce que c'est les petits à l'école, qui vantent les éoliennes. Énormément. Ma fille est institut, je sais ce dont je parle. Le collège, ça fait partie du programme. Comment? Le collège, ça fait partie du programme d'SVT. Ah voyons donc. Ah oui. Avec monsieur le maire, il n'y a pas de problème, on en discute et on va le mettre au conseil sans qu'on ait besoin que la population vienne nous apporter des choses. Je pense que dès l'instant qu'on reste dans des trucs raisonnables, qu'on est assez grand pour voir les choses, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais revenir au sujet des éoliennes dans le bois. Je ne sais pas si vous avez vu, depuis que les éoliennes, ça patine un peu, la LOS, le propriétaire du bois a quand même mis propriété privée des fonds d'entrée dans le bois. Je pense qu'il y a eu un moment, quand ils ont commencé à faire les travaux dans ce bois, moi ça m'a fait bizarre, parce que faire les travaux qu'ils ont fait pour les chemins de débardage, ça me paraissait bizarre. Et aujourd'hui, le chemin de débardage, c'est plus vraiment pour un chemin de débardage. Alors du coup, comme ils sont un peu contrariés, c'est des financiers et c'est un GFA. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des pancartes, propriété privée, défense de vous promener dans la forêt. Point barre. Il y a un document qui sort régulièrement, il y a une lettre d'information, on n'en a jamais parlé.
Qu'est-ce que fait la communauté de communes aussi là? Quand on va sur le site internet de développement durable, faire de l'énergie. À Villeblevin, moi j'habite à Villeblevin, il n'y avait personne au courant. Non, Villeblevin parle aux gens. Villeblevin, personne au courant. C'est des communes, la communauté de communes, elle a quand même son rôle à jouer, même si on est concerné pour arrêter. Excusez-moi, on communique pas. Quand on cherche un peu d'informations, notamment sur le ministère de l'Énergie et du Développement durable, pour tout ce qui est projet éolien, on appelle les mairies et tous les parties prenantes à une co-construction, c'est-à-dire à prendre en compte l'avis des populations. Et là, en l'occurrence, on n'a vraiment pas fait ça à Champigny. Alors, à propos de Villeblevin, le maire de Villeblevin nous a demandé d'organiser une réunion à destination de la population de Villeblevin. Absolument. Alors, on va organiser ça certainement début mars. Mais on n'a pas encore... oui. Ça a été dit, oui, tout à fait. Le problème, il est simple. C'est que quand ça a été vendu par des gens de Champigny, le château de Champigny à l'époque, ça a été vendu à des financiers. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exploité le bois. Donc ça a été fait vendu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, dans ce bois, il n'y a plus de gros bois exploité. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a cherché autre chose et ils ont tapé le mot sur les éoliennes. Point barre. C'est tout. Il y a surtout un bordure qui va jusqu'à Villmanoche, l'implantation des éoliennes. Donc ce bois-là, c'est une partie infime quand même. Ça fait partie du jeu, je suis d'accord. Très visible, mais... On nous fait un cercle comme LOS au mois de mai. Oui, on a produit là-bas. Mais vous dire à tel endroit il y aura une éolienne, je suis incapable de vous dire. Messieurs, dames, je vais vous dire, il y a exactement un mois, on a eu la visite de ces gens-là, les Allemands. Ils nous ont tenus exactement 2 heures. Un gros baratin, on a vu qu'il y avait du baratin. Et je veux vous dire que moi j'ai fait un droit, et ça vient des avocats de Lyon, vous voyez, c'est que des avocats, des notaires et tout ça. Hein. Moi j'ai été convoqué, quand j'ai acheté le bois, 7 hectares. Et quand ils m'ont donné la somme, j'ai fait baisser la somme aux 3 quarts. Voilà. Parce qu'ils avaient besoin d'argent. Voilà. Et moi, ils sont venus parce que j'ai 7 hectares pour implanter, pour continuer. Voilà. Et vous êtes pour les éoliennes, je ne suis pas pour, madame. Je ne suis pas pour. Vous voyez, moi j'ai découvert quelque chose ce soir. On ne vous oblige pas à mettre... Non, mais enfin, il nous a quand même donné un contrat pour signer. Et vous l'avez signé? Non, je n'ai pas signé. J'ai dit, je veux lire le contrat. Vous ne signez jamais. Faites-vous assister surtout. Oui, si. Ils vont voir mais voilà, une question, nous avons... Ah, c'est pas extra. Je ne peux pas vous dire, hein. Je ne sais pas exactement. Parce qu'il faut savoir qu'au mois d'octobre, monsieur le maire nous a gentiment accepté notre présence, puisque une société allemande, enfin, filiale suisse d'une société allemande, pour être précis, Extraroux, est venue pour proposer eux aussi des éoliennes de 200 mètres de haut. D'accord ? Alors effectivement, Charles-Henri disait tout à l'heure, 200 mètres, c'est pas possible chez nous, puisqu'il y a le plafond aérien, etc. Sauf que eux, dans leur projet qu'ils nous ont remis, hein, effectivement, ils nous expliquent que leur bas de mesure devrait faire 100 mètres. Pourquoi? Parce qu'il y a un palier de vent. En dessous, ça ne sert à rien. Alors j'aimerais savoir pourquoi Eolres plante un mât à 80 mètres alors que les Allemands nous disent en dessous de 100 mètres, ça ne sert à rien. Mettre un mât de mesure de moins de 100 mètres, ça ne sert à rien, c'est un palier. Et eux, ils nous mettent un mât de 80 mètres. Donc, oui, je voudrais savoir qui dit vrai, qui dit faux. Voilà, tout simplement. Les compagnies d'éoliennes, ce qu'ils font, c'est qu'en premier temps, ils vont voir les propriétaires terriens. Et donc, les 3 quarts, c'est les agriculteurs. Aujourd'hui, avec la crise, quand vous allez voir un agriculteur, j'en suis un, je n'ai pas été contacté parce que j'ai pas de terre, quand vous allez voir un agriculteur, vous commencez à lui parler un peu d'argent, avec la crise actuelle, parce que nos politiciens ils sont incapables de nous gérer l'agriculture, donc ça leur met un peu la puce à l'oreille, et puis ça fait les choses qui changent aujourd'hui, pour ça qu'il y en a qui signent. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ils doivent vous déposer un contrat, qu'ils vous incitent à signer tout de suite, mais bon, on n'est pas obligé de le signer tout de suite, le contrat, et donc à ce moment-là, il y a réflexion. Mais c'est vrai qu'ils profitent de la situation, de la crise agricole, pour dire aux gens, c'est une bouffée d'air. Et surtout, lisez-le bien le contrat, puisque vous avez vu tout à l'heure,
en cas de démantèlement de l'éolienne, ça peut vous retomber sur les pieds. Et là, vous n'aurez plus assez de... Vous pourrez vendre votre ferme pour payer le démantèlement. Chose. Il en était jusqu'à nous dire que les petits, autour du bois de cet hectare, que les petits propriétaires toucheraient de l'argent. Vous voyez jusqu'où ils vont. Vous voyez, ils nous disent, si les personnes vont participer, ils toucheront un petit peu d'argent. S'ils ne veulent pas participer, c'est de la corruption. Voilà. Vous voyez jusqu'où ils vont. Maintenant, c'est une question. Donc on n'est que dans du financier. Et ça va s'arrêter à partir du moment où l'État va arrêter de subventionner l'éolien. Et quand on parle d'énergie renouvelable, pourquoi pas, mais je veux dire qu'il y a tout un panel d'énergie renouvelable. En ce moment, on se focalise sur l'éolien. À un moment donné, c'était le nucléaire, mais il n'y a pas une source unique. Donc il faudrait essayer d'ouvrir le champ du panel d'énergie. Et puis j'espère qu'on va avoir très bientôt ce vote au conseil municipal. Je remercie nos orateurs, vraiment encore une fois, d'être venus avec nous. Merci.